la côte Est, vous descendez Kenya, Tanzanie et Mozambique. Et à gauche du Mozambique, un petit pays dans les terres, c'est le Malawi. C'est pas connu du tout. Avant de venir y vivre, je ne connaissais même pas le nom. Donc c'est normal si vous ne connaissez pas. Et ce petit bout de terre africaine est vraiment ce qu'on appelle plus communément l'Afrique profonde, on va dire ça comme ça, où il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très intéressant comme expérience. Ça fait 2 ans que je vis là avec ma famille. Et puis, j'ai suivi mon épouse qui est diplomate et ici qui représente, elle est ambassadrice pour l'Union européenne. Voilà un petit peu pourquoi je suis là. Ce n'était pas vraiment un choix de vie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, je fais feu de tout bois. Dès qu'il se propose ou qu'il se présente une occasion, j'apprends et je vois aussi. Alors, on me dit que bonjour, j'ai des amis qui sont là-bas en ce moment. C'est Victoire qui dit ça. Victoire, c'est des Français qui sont là-bas? Oui, Ah, ben c'est pas mal. À la fin, vous me direz qui c'est. Peut-être je les connais alors. Bonjour, bonjour. impeccable. Alors, donc normalement, je suis censé présenter MSH. Hein, c'est bien ça, Mireille. Hein, Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. voilà, c'est Donc en fait, le. là, je voulais préciser que apparemment, enfin, Yvan, ça ne le dérange pas que qu'on discute en fait, que ce soit un petit peu comme une discussion. Donc, Oui, je préfère. C'est oui, plus ce chaleureux. sera plus vivant. Voilà. Donc, je vais vous faire une toute petite présentation de comment MSH est arrivé, comment c'est né et ce qu'on fait. Et puis après, voilà, on discute entre amis. Hein, on est tous dans le shiatsu, donc on fait tous partie de la même famille. Et voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance si vous en avez, ou ce qui vous viendra à l'esprit. Et ne me faites pas le coup, Pierre Pitié, que vous n'avez aucune question, parce que alors là, je vais me sentir tout seul. Il y a toujours Très des bien. questions. Il y a toujours des Ça questions. va, super, impeccable. Donc, l'histoire de MSH, ça a commencé quand j'étais encore à Bruxelles. Donc, j'ai vécu 14 ans en Belgique et là-bas, j'avais depuis déjà un moment eu une école, puis j'en ai eu une autre, etc. Bon, ça, c'est toute une histoire. Et finalement, parmi mes étudiants, il y a quelqu'un qui me dit, mais moi, je suis déjà dans des associations qui aident au Sénégal. Est-ce que ce serait pas mal qu'on aille faire du shiatsu là-bas? J'ai sauté sur l'occasion. On est allé. Ça s'est extrêmement bien passé. On a été accueillis sur place par une personne qui gère à la fois 3 dispensaires et une école de formation aux infirmières et au personnel médical et aux sages-femmes aussi. Donc, on a été d'abord travailler dans un des dispensaires, faire connaissance, montrer ce qu'on savait faire d'abord au personnel, pour qu'ils aient une idée, parce qu'évidemment, on débarque avec ça dans des pays où le shiatsu, on n'a pas beaucoup entendu parler. Et ça s'est très, très bien passé. On a passé une dizaine de jours là, et on a eu un monde fou très vite, tout de suite. Ça a commencé, je vais vous raconter la petite anecdote. Je vais faire une présentation. Mais comment vous présentez le shiatsu à des gens qui culturellement et même intellectuellement n'ont jamais entendu parler du shiatsu? C'est très difficile. Et je ne pouvais pas faire mieux que de leur faire une démonstration. Donc, j'avais devant moi tous les staffs du dispensaire, c'est-à-dire une bonne trentaine de personnes, y compris les femmes de ménage, tout le monde était invité. Et il y avait une dame qui, à l'entrée du dispensaire, était chargée de vendre des fruits et des légumes pour les gens qui ne mangent pas assez ou qui ont un petit coup de mou. Il y a un moyen de leur amener du sucre des fois. Et cette dame me dit, moi, depuis tout à l'heure, vous me parlez, mais je ne comprends rien, j'ai horriblement mal à la tête, j'ai une double migraine des deux côtés. Alors, je lui dis, bah, écoutez, c'est parfait, vous allez être le bon cobaye pour faire une démonstration. J'ai fait une démo en précisant que c'était une démonstration. Je me suis concentré sur la personne parce que à regarder le shiatsu pour des gens qui ne connaissent pas, c'est pas très très intéressant, hein, faut bien avouer. Il ne se passe pas grand-chose. Et puis, mes étudiants faisaient les commentaires pendant ce temps-là. Et puis, j'ai arrêté au bout de 30 minutes en disant que voilà, j'allais pas faire plus long, etc. Et la personne se lève d'un coup en hurlant. J'ai eu très, très peur. Je me suis levé aussi brusquement qu'elle. Et elle s'est mise à danser sur place de joie. Et en fait, elle m'a dit, mais je sens que ça part, ça part, ça part. Et effectivement, le lendemain que je l'ai revue, elle m'a dit, j'ai dormi comme un bébé, plus de migraine, plus rien. Donc, ça, c'est vraiment un peu incroyable parce que quand j'ai fait ça 1001 fois en Belgique ou en France, il m'a fallu souvent plus d'une séance quand même pour arriver à me débarrasser de ça. Et là, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant.
on voit que les corps ne réagissent pas du tout de la même manière selon les peuples, selon les environnements, selon si on vit dans des villes et qu'on est stressé, ou si on vit dans les campagnes et qu'on l'est moins, ou si on travaille beaucoup avec le corps, ou si on travaille beaucoup avec la tête, etc. Et à partir de là, j'ai pu distinguer ça. J'ai eu la chance ensuite de partir en Inde, dans un autre cadre, avec une autre association, et puis de reconstater que les corps ne réagissent pas de la même manière. C'est vraiment étonnant. Au début, on m'a traité de raciste, mais en fait, c'est juste un retour d'expérience que je fais. Il y a clairement des réactions très, très différentes selon si on est asiatique ou africain ou indien ou occidentaux, ou etc. Je pense que si j'allais en Amérique du Sud, il y aurait encore des réactions différentes. Et donc, c'est vraiment aussi en fonction de l'endroit où on vit. Donc ça, c'est la première chose que j'ai appris à découvrir. Et comme j'ai beaucoup dans ma jeunesse bourlingué en Chine, j'ai pu faire pas mal là-bas, et j'ai vu que l'Asie, évidemment, avait encore des réactions très différentes. Tout ça mis bout à bout avec mes étudiants qui, entre-temps, étaient diplômés. On a commencé à discuter. On s'est dit, mais si on faisait une association? On s'est lancé une première fois et puis depuis le Sénégal, en fait, on n'a pas pu vraiment renouveler dans le sens où, entre-temps, il y a eu quand même toute cette histoire de Covid qui a bloqué la circulation internationale de manière assez importante. C'est-à-dire que moi, depuis là où je suis en Afrique, je peux rentrer en France parce que je suis citoyen français, mais aller dans d'autres pays, c'est compliqué. Donc, il faut penser que, voilà, on est un petit peu, tout ça est un peu gelé. Mais puisque je suis en Afrique et au Malawi, je me suis dit, autant qu'à faire, autant continuer sur cette lancée. Alors, pour que vous compreniez un petit peu qui je suis, je vais vous faire une toute petite parenthèse sur mon parcours rapide. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du shiatsu. Je suis dans le shiatsu en tout cas. Ça fait 37 ans que je suis dans les arts martiaux. Donc en fait, ce sont les arts martiaux qui m'ont amené à ça, en particulier l'aïkido. Puisque à chaque fois, grosso modo, toutes les dizaines d'années que je pratiquais, je disais oui, mais dans Aikido, il y a le mot ki. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose sur l'énergie? Et à chaque fois, on me disait encore 10 ans et tu verras et tu comprendras. Et donc, j'enchaînais les dizaines d'années comme ça. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre qu'on m'envoie balader à chaque fois et que les professeurs touchaient en botte. Et je me suis aperçu qu'en fait, même les maîtres japonais n'avaient pas d'idée ou très peu d'idées de ce que ça pouvait être. Et c'est plutôt dans mes années d'études, parce que j'ai étudié le journalisme et le chinois, la civilisation, la langue, tout, l'économie, la politique, aux langues orientales à Paris. Et c'est plutôt dans ces voyages en Chine que j'ai vraiment pu voir l'énergie, le travail avec l'énergie, que ce soit chez les gens qui font les arts martiaux ou le Qigong, ou bien simplement dans le soin, effectivement, où j'ai pu voir des choses que je ne pensais pas humainement possibles. Ça c'est d'autres histoires, mais donc rétrospectivement, je me suis dit, mais c'est marrant, les Japonais utilisent beaucoup le mot ki dans plein d'expressions, et finalement sont beaucoup trop, on va dire, modernisés, entre guillemets, pour avoir un contact facile avec ça. Les Chinois en parlent peu, mais ils l'utilisent assez facilement. Donc c'est vraiment une différence culturelle entre les deux peuples que j'ai pu constater. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça n'a rien à voir, mais c'est très intéressant d'avoir ces points de vue-là. Et donc, je suis retourné en Chine, du coup, pour pouvoir constater à nouveau qu'effectivement, le moindre professeur d'arts martiaux, la moindre personne qui fait de l'acupuncture ou du tuina a des connaissances assez poussées et fait vite ressentir ce que c'est que le chi. Au Japon, je n'ai pas eu cette chance-là pour l'instant. Pourtant, je suis allé visiter 2-3 personnes importantes et plusieurs écoles en shiatsu. Donc, tout ça mis bout à bout, voilà un petit peu rapidement mon parcours. Je me suis dit, bon, maintenant que j'ai appris pas mal de petites choses, je vais vraiment lancer ce programme MSH tel qu'on l'avait défini avec mes anciens étudiants. Et plutôt que de faire quelque chose pour moi, ça m'intéresse pas trop, c'est plutôt de le partager. Donc la plateforme que vous avez peut-être visitée, msh-shiatsu.org, c'est destiné à tout le monde. Donc l'idée, c'était d'abord de faire une sorte de blog qui parle des gens qui ont déjà fait ça. Il y a un article sur moi, mais le reste, c'est des personnes que je ne connaissais pas et qui me racontent leur expérience. Et là, c'est en train de s'ouvrir. Il y a eu les vacances entre-temps et il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là, par exemple, on va avoir une interview d'un Italien qui a fait énormément au niveau social dans son pays. Et c'est une forme d'humanitaire, ce qu'il a fait. Travailler dans les prisons, travailler
dans un tremblement de terre qui a eu lieu en Émilie-Romagne, sauver des gens de ce qu'on appelle le PTSD en anglais, là, syndrome post-traumatique. Voilà, donc il y a vraiment des personnes qui ont déjà depuis longtemps utilisé le shiatsu dans des situations qu'on peut qualifier d'humanitaires. Et quand on pense humanitaire, très vite les gens se disent ah oui, c'est au loin, sous les tropiques, il fait beau, mais ça peut être à 2 rues de chez vous aussi, hein. On peut tout à fait faire ça dans le cadre d'une association sociale avec n'importe quelle chose qui pourrait aider les gens tout simplement autour de soi, du moment qu'on le fasse avec bon cœur, bénévolement. Je vais vous prendre un exemple qui se passe en Hongrie. En Hongrie, la Fédération hongroise de shiatsu a fait énormément de shiatsu pour, pendant le Covid, aider les personnels soignants. Et ils continuent. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire du bien autour de soi. Et le shiatsu, on le sait, est un outil formidable pour ça. On peut faire mille et une choses très facilement, soit vers la petite enfance, dans les orphelinats. On peut aller vers, c'est ce que j'ai fait en Inde notamment, des enfants qui étaient séropositifs. Donc il faut savoir qu'en Inde, là où on était dans le sud, dans le Tamil Nadu, un enfant séropositif, il est jeté du jour au lendemain par la famille, par ses propres parents, dehors dans la rue. Vous imaginez le choc, le traumatique au niveau psychologique et puis très vite au niveau physique parce qu'ils sont dans la rue. Ça veut dire dormir par terre, ne pas manger, être maltraité par tous les gens qui passent, etc. Il y a des orphelinats qui sont tenus par des pères et des sœurs chrétiennes et il y a à peu près une centaine de garçons d'un côté, une centaine de filles de l'autre. Et voilà, travailler dans ce cadre-là, c'est vraiment, vraiment très enrichissant. C'est pas facile, hein. Il ne faut pas croire que l'humanitaire, c'est des vacances. C'est aussi quelque chose d'un peu, voilà, qui nous confronte avec nos croyances, nos valeurs et nos façons de faire, etc. Bon, on n'est pas là pour juger les cultures, on n'est pas là pour juger les comportements, on est juste là pour amener ce qu'on peut avec nos mains, sachant que nous autres praticiens de shiatsu, on est quand même, on va dire, tout nus. On arrive, on n'a aucun outil, on ne peut même pas se cacher derrière une aiguille comme les acupuncteurs. On a vraiment que nos mains, que notre corps et notre bonne volonté. C'est tout ce qu'on a. Mais avec ça, on sait tous déjà, par expérience, si vous pratiquez déjà depuis un moment, qu'on peut faire beaucoup. On peut vraiment faire beaucoup par le toucher. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et ici au Malawi, donc mon projet, c'est d'abord de diffuser le shiatsu. Donc j'ai quelques étudiants, je dois dire vraiment pas beaucoup, j'en ai 6. Mais c'est déjà ça. Peut-être qu'à leur tour, ils vont diffuser, on ne sait jamais. J'ai le projet de construire un dojo. J'ai fait tout cet été une campagne qui a été reliée, et merci beaucoup, notamment par le SPS, mais par plein d'autres à travers le monde. Et puis voilà, on a récolté 3 000 € qui va nous permettre de construire un bâtiment. Voilà, donc je suis rentré là il y a un mois tout content, sauf que les partenaires avec qui je faisais ça, j'avais prévu de faire ça, mais je ne les vois plus. Donc ça, c'est typique de l'Afrique. C'est-à-dire que même quand on peut leur proposer des choses qui vont dans leur sens avec de l'argent, on ne sait pas du tout, parce que leur mentalité, leur façon de voir le monde, la vie est très différente. La notion de temps pour nous, occidentaux, européens, bah, c'est quelque chose, voilà, c'est qu'aller, on a des montres, on a des horloges, En Afrique, ça n'a absolument rien à voir. Euh, un jour, une semaine, un mois, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun rapport à faire avec notre façon de vivre le temps. Du coup, ils ne sont pas stressés, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment, il ne faut pas s'énerver là-dessus, quoi. Il faut attendre et puis ça va revenir, les gens vont revenir. Mais c'est très différent. Donc, moi, je pensais avoir déjà être, au moment où je fais cette conférence avec vous, je pensais déjà avoir construit la moitié du bâtiment. On n'a pas posé la première brique. J'ai pourtant les moyens financiers de le faire. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est très intéressant, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui veulent faire de l'humanitaire, et j'ai des emails tous les jours de gens qui disent, moi, je veux en être, moi, je veux partir, je veux faire ci, je veux faire ça. Il faut, avant ça, il faut se poser quand même pas mal de questions, savoir où on le fait, dans quel cadre, pourquoi on le fait. D'accord? Il ne faut pas tomber dans l'espèce de délire de bon samaritain qui va sauver le monde, parce que ça ne marche pas. Les personnes se débrouillent sans vous, elles survivent, et puis leur priorité, c'est plutôt de manger. Ce n'est pas vraiment d'apprendre une technique. Mais quand les gens ont un minimum, c'est-à-dire ils ont un toit pour dormir et de la nourriture, à partir de là, ils sont
très volontaire pour apprendre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je fais par exemple des cours de Qigong gratuits le samedi matin dans mon jardin et j'ai un monde fou qui vient parce que c'est gratuit d'abord et ensuite parce que c'est nouveau. Et donc, j'ai beaucoup de locaux qui viennent et qui disent alors, je veux apprendre les arts martiaux. Je dis oui, le Qigong, c'est plutôt calme, hein, c'est pas trop martial. Mais il dit c'est pas grave, n'importe quoi. On veut apprendre, on veut découvrir de nouvelles choses parce qu'on est loin de tout. On est loin des grands circuits d'éducation, on est loin des grandes organisations, on n'a rien. On a des bouts de ficelle. Donc, si vous pouvez nous apprendre quelque chose en plus, ben, nous, on est preneurs. Donc ça, c'est plutôt le bon côté on va dire, des continents du Sud d'une manière générale, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud ou centrale, et puis je pense évidemment à l'Asie du Sud-Est, ça marchera tout aussi bien. Donc voilà un petit peu. Et la plateforme et messages, donc d'abord, je vous ai dit d'abord des articles pour dire, il y a des gens qui ont fait ça, c'est pour inciter d'autres à le faire, mais après, il y a toute une page avec des conseils, et ensuite, moi, je suis une personne contact pour toute personne. Là, j'ai des Grecs qui m'ont contacté récemment, qui me disent, on veut aller où est-ce qu'ils veulent aller? En Libye, je crois. Et je leur dis, OK, ou en Syrie ou en Libye, je ne sais plus. Et donc, j'ai dit, d'accord, mais vous y allez comment? Dans quel cadre? Il faut savoir que ce n'est pas toujours safe. Il faut y aller en ayant contact avec des ONG déjà sur place. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui. Parce que sinon, ben, on se retrouve dans la rue à ne pas savoir où aller, que faire, etc. Ça ne sert à rien. Il faut bien préparer en amont et je dirais 6 mois, 1 an de préparation, ce n'est pas de trop pour être sûr, établir des contacts on va dire sur le long terme un petit peu et puis arriver à établir une relation de confiance. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et puis après, il faut se poser quelques questions aussi sur ce qu'on va y faire, dans quel cadre, est-ce qu'il y a un bâtiment, est-ce qu'on va faire ça dans les villages, est-ce qu'on va être bien accueilli? C'est pas évident, donc il vaut mieux s'appuyer sur des choses et des gens qui sont déjà sur place, des structures qui existent auparavant. Et enfin, se poser tout un tas de questions, par exemple, s'il m'arrive quelque chose, comment je fais pour rentrer? Cet été, j'ai attrapé une hépatite virale, elle a failli me tuer. Heureusement, j'étais en France. Si j'étais au Malawi, je pense que je serais mort. Donc, il faut penser que les systèmes de santé ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a quasiment rien ici. Ils savent lutter contre le paludisme et les maladies tropicales. Pour le reste, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, il faut penser à tout ça à l'avance. C'est pas, on ne part pas la fleur au fusil, quoi. C'est vraiment un message que je veux passer. Il faut se préparer, il faut penser à pas mal de détails. C'est quoi les visas, c'est quoi la monnaie, comment ça se passe culturellement, est-ce que j'ai 2, 3 infos. Vous allez en Asie du Sud-Est et puis vous allez dans un orphelinat. Vous dites, oh, mais vous avez vu l'article peut-être là-dessus, il y a des gens qui sont partis au Vietnam, une école de Toulouse qui est partie au Vietnam. Et le truc à pas faire, c'est de taper sur la tête des enfants gentiment, comme ça en disant, ah là mon petit, comment ça va? Parce que culturellement, ça c'est pour énerver les gens, il n'y a rien de pire. Ça se fait absolument pas, la tête c'est sacré. C'est par là que, vous le savez, le ciel rentre. Donc, on ne passe pas la main sur la tête. Donc, les codes culturels sont à apprendre au moins un minimum avant de partir aussi. Hein, parce que sinon, vous risquez d'avoir des déconvenus et vous ne saurez même pas pourquoi et à quel moment vous avez fait une faute. Donc, c'est tout un ensemble de petites choses. Et moi, avec les messages, je peux donner quelques conseils. Je ne sais pas tout sur le monde entier, loin de là, mais des petits conseils comme ça qui permettent de s'assurer d'un maximum d'aspects pour réussir sa mission, en fait, en quelque sorte. Voilà ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Alors, si vous voulez poser des questions, il faut activer le micro, c'est important. Avez-vous des questions? Sinon, je reprends mon laïus, hein, je continue. Je peux tenir 1 heure sans problème. Et comme je vous disais, c'est plus sympa si on échange. Peut-être que de votre côté, qui aimerait voilà, participer à une mission ou créer de toute pièce une mission à l'étranger comme ça, ou chez soi, en France? Yvan, tu m'entends? Oui, très bien. Ah, ben bonjour Pierre. Ça va? Oui. Je viens de me connecter, donc je n'ai pas eu le début de ton exposé. Donc, si j'ai bien compris, j'ai envie de faire une mission, je prends contact avec la plateforme et après, il y a une discussion qui se met en place pour Alors, donner des tuyaux, des choses comme ça, quoi.
Tout à fait. Donc, moi, je ne prends rien pour moi, c'est-à-dire que vous avez déjà une organisation ou une association ou une école ou peu importe, vous êtes un groupe de copains qui font du shiatsu et de copines et vous dites, allez, on y va. Moi, je suis juste un relais plutôt médiatique et de conseils. D'accord? Pour le reste, c'est tout. Par contre, si vous êtes depuis un moment déjà dans un pays comme c'était le cas pour le Bénin et moi pour le Malawi, et que vous voulez commencer à créer quelque chose d'un peu plus stable, alors le site peut servir de relais, notamment pour du crowdfunding. Faire la levée de fonds et puis récolter des fonds et revenir dans le pays en disant, ben voilà, et si on construisait une école qui nous permettrait de revenir sur un rythme régulier, etc., avec des gens qu'on stabilise autour de ce projet. Donc c'est une possibilité de ce que je fais moi, mais vous partez en votre nom propre, il n'y a pas besoin d'avoir un branding et des logos et des t-shirts marqués, enfin tout ça, ça sert à rien. Restons simples. Un t-shirt, un short et des chaussures, en général, ça suffit. C'est l'avantage du shiatsu. C'est ça, exactement. Voilà. Et comme on est plutôt dans les continents du Sud, enfin, ce dont moi j'ai un peu parlé là tout à l'heure, généralement il fait assez bon. Il y a une saison des pluies, il faut savoir, voilà, par exemple, de ne pas se pointer en disant on va faire du shiatsu dehors dans les villages, pas de chance, c'est la saison des pluies, vous ne le ferez pas du tout, ça. Vous allez être juste mouillé, et puis même quand vous serez au sec, vous serez encore mouillé parce que l'humidité est très forte. Donc, moi, voilà, je vais plutôt effectivement aider les gens à s'organiser et à penser à 1001 petits détails. Par exemple, quand on est un... Tout à l'heure, tu parlais des codes culturels. C'est vrai que c'est hyper important parce que on peut faire facilement une bévue. Ça, c'est très, très clair. Imaginez, vous allez... j'ai une expérience assez incroyable en Chine. Je croise un Français qui faisait le tour de la Chine en vélo. Et donc, quelqu'un d'un peu baroudeur avec des gros muscles partout, parce qu'à force de pédaler, la Chine, c'est grand hein, quand même. Voilà. Et il me dit, un jour, je crevais de faim, je suis allé dans un village et je ne sais pas parler chinois, j'ai demandé un truc simple, j'ai demandé des œufs. Donc, il commence à dire des œufs, eggs, et puis il ne connaissait pas le mot chinois. Donc, il faut savoir que les œufs, on en mange beaucoup en Chine, ce n'est pas un problème. Par contre, le mot œuf est associé généralement à des insultes. Donc, lui, ne sachant pas ça, même pas ça, il mime la poule et il met les mains sous ses fesses. Donc, imaginez la réaction des gens, on lui a jeté des cailloux, quoi. Il s'est fait lapider. Et donc, il a dû fuir sur son vélo à toute vitesse, poursuivi par tout un village en furie. Voilà, c'est le genre de choses, code culturel, qui c'est pas mal de savoir quand même à l'avance. Donc, heureusement, aujourd'hui, il y a des guides de voyage un peu partout. Il suffit de prendre Lonely Planet pour l'Asie ou le Routard. Et il y a déjà un certain nombre d'informations, de conseils. Et puis après, on peut éventuellement contacter l'ambassade ou se renseigner sur Internet. On trouve de tout sur Internet. Il y a déjà pas mal de choses. Et donc, voilà, se renseigner un minimum. Et après, effectivement, voilà, ça, c'est pour les codes culturels. C'est très important. Et vous pouvez avoir des questionnements très pratiques. Par exemple, voilà, on a un groupe de personnes, on part à 5, mettons, et chacun va dépenser des choses différentes. Et sur l'argent qui va être dépensé, il y aura des choses qui vont servir pour tout le monde et des choses qui vont servir que pour moi. Par exemple, si j'achète un t-shirt de souvenir ou un chapeau, ça ne me concerne que moi. Mais si par contre je paye la nourriture pour tout le groupe, ben, ce serait un peu juste que ça soit séparé. Comment on fait? Est-ce qu'on note tout sur un petit carnet? Ben, voilà, il y a des applications qui existent et qui permettent de gérer un budget comme ça sur un temps court. Et à la fin, il répartit en disant, voilà, telle personne a dépensé tant et les autres, vous devez tant. Et ça se calcule automatiquement. C'est des petits trucs pratiques comme ça, mais vraiment, ça évite les engueulades en fin de mission. Voilà, c'est des petites choses comme ça, à savoir des trucs et astuces. Vous pouvez aussi avoir des questionnements beaucoup plus profonds, c'est-à-dire des questionnements éthiques. Pourquoi vous voulez absolument aller toucher les petits noirs en Afrique? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Et comment vous allez le faire? Et donc, c'est pas idiot, quoi. C'est vraiment des vraies questions à se poser au début pour y aller de la manière la plus saine possible. Et donc, on se rencontre avec les autres membres du groupe et on débat, quoi. On débat simplement. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Voilà, quelles sont les motivations profondes? Parce que s'il y en a un qui est là pour draguer les filles le soir, c'est pas la même chose, quoi. L'ambiance va pas être la même. Donc, c'est vraiment ou quelqu'un qui se croit en vacances et qui va dire, moi, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la plage.
Ouais, non, on est venu pour bosser, on est venu pour échanger. Donc, il faut vraiment il faut être carré au début et se définir un certain nombre de lignes comme ça de comportement. Voilà. Ok. Ça te paraît logique? Oui, c'est logique, mais bon, des fois on ne pense pas forcément à ce qui est simple. Oui. Et puis, ça, comme je dis toujours, ça va mieux en le disant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, mais une fois qu'on commence à l'exprimer, on s'aperçoit qu'on est d'accord, mais pas tout à fait de la même manière. Donc, c'est bien d'aplatir et d'aplanir les choses à l'avance plutôt que sur le terrain. Parce que quand on est loin de chez soi, on dort mal, on a voyagé, ce n'est pas du tout les mêmes conditions sanitaires, ce n'est pas les mêmes conditions de confort, la nourriture n'a rien à voir. Ben, tout ça, ça commence à jouer. Ça joue sur le moral et ça commence à tirer dans le groupe. Donc, il faut aussi, moi je trouve que c'est toujours important d'avoir une espèce de capitaine d'équipe qui gère ça. Donc, par exemple, là, moi, quand je suis parti au Sénégal, c'était avec des étudiants. Donc, je me suis imposé, j'étais leur professeur. Ils n'avaient pas fini tout à fait leurs études. Bon, ça s'est fait assez naturellement. Mais quand on est un groupe, mettons, on soit plusieurs praticiens, okay, c'est pas mal de savoir qui fait quoi. On peut se répartir les rôles, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a un chef qui dit quand, qui, quoi. Mais voilà, de se mettre d'accord en disant à l'avance, voilà, on va travailler de temps à temps. Et après, chacun fait ce qu'il veut, il y aura un temps de repos, et puis après, on retravaille, et puis après, le soir, on se retrouve, on mange, on boit, et on discute. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est des petites choses importantes. Et puis, dans des contextes qui ne nous sont pas familiers, comme je dis, la moindre petite chose peut vite prendre une importance importante. Je me répète, je redonde, mais voilà, tout le monde a compris. Par Voilà, contre, je viens de voir passer une question qui me semblait intéressante, donc je te laisse oui, y répondre. je la vois. Et je vais couper ma vidéo parce que ma communication est instable, donc je suis toujours Ça là. marche. Ok, super, merci. Alors, je lis la question. Vous avez parlé de réactions différentes des corps selon les géographies. Est-ce que pourriez-vous nous donner plus de détails sur vos observations? Alors, je ne suis pas un expert non plus, hein. J'ai juste quelques expériences à droite à gauche, comme ça, en voyageant. Je suis quelqu'un qui aime voyager, donc j'ai testé différents trucs. Mais oui, clairement, on a des corps différents. On a tous des corps différents. On a tous 2 bras, 2 jambes, un buste et une tête. Ça ne change pas. Les femmes restent des femmes, les hommes restent des hommes. Mais en fonction de votre environnement, de vos croyances, en fonction de la culture dans laquelle vous grandissez, et puis du type de métier, hein. Bon, en fait, c'est tout ce que dit la médecine chinoise, en fait. Et vous avez vraiment, vraiment des corps différents. Et je vais vous donner un exemple. Euh, Attendez, je réfléchis 2 secondes. Oui, par exemple, avec les Tamouls en Inde, j'ai voulu aller faire non seulement du shiatsu, mais de l'aïkido aussi. Parce qu'il y avait un club d'aïkido là. Je me suis dit, bon, j'ai suffisamment de bagages, avec 30 ans de pratique, je vais pouvoir leur montrer des choses. Et, et en fait, ça n'a pas marché du tout, alors que je suis quand même assez bien gradé. Et là où je fais très facilement des choses avec des cordes occidentaux, je n'arrivais absolument pas à les bouger, tellement ces gens-là sont dans le présent et ancrés dans leur ventre. Et je pouvais bouger, gesticuler tout comme je voulais, faire toutes les techniques. Ils ne bougeaient absolument pas. Et après, dans le shiatsu, c'était la même chose, c'est-à-dire que je venais avec mes habitudes de praticien, surtout en France et en Belgique, en me disant, bon, ben, je sais comment ça marche, la personne, elle vient avec des nœuds corporels, mais qui sont aussi des nœuds psychologiques, parce que la psyché est souvent mêlée. En fait, là, non, rien du tout. Si le corps était dénoué, l'esprit était dénoué, et fondamentalement, il ne se posait pas de questions. Il disait, oui, là, ça me fait un peu mal, vas-y, ça fait du bien. Voilà. Et j'ai été très, très surpris de tomber sur des corps assez robustes, parce que plutôt dans la campagne, en tout cas des pratiquants d'arts martiaux aussi, mais avec très peu de nœuds et surtout pas de nœuds psychologiques, pas de questionnement. Quand en Afrique, ici, je reçois des locaux dans mon cabinet, je leur demande pourquoi ils viennent, ils me disent j'ai mal là. Et ça s'arrête là, la discussion s'arrête là. Vous pouvez toujours poser des questions et ils ne comprennent même pas pourquoi vous posez des questions. Ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Et pour nous, c'est un petit peu surprenant parce qu'on a l'habitude d'entrer, d'abord de prendre des précautions oratoires. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez trouvé facilement? Ça va? Ça s'est bien passé? Ok, venez. Alors,
Vous connaissez déjà un peu le shiatsu? Oui, non, bon, alors asseyez-vous, vous allez voir. Bon. Et on introduit la matière. Là, les gens arrivent, brut de décoffrage, bonjour, et j'ai même pas leur temps, le temps de leur dire asseyez-vous, ils sont déjà allongés en fait. Et ils posent même pas de questions, c'est moi qui pose la question, ok, que vous venez pourquoi? Parce que c'est quand même la base, il faut demander pourquoi les gens viennent. Et ils me disent, bon, j'ai mal là. Et puis voilà, fin de la discussion, ça a pris à peu près 30 secondes en tout. Donc pour nous, c'est un peu surprenant, il faut s'adapter à ça. Et que ça c'est voilà, typiquement en Afrique, en Inde et dans pas mal de pays que j'ai pu croiser, de l'Asie du Sud-Est, les gens, pof, ils s'allongent, ils ne parlent pas. Mais au Japon, c'est vrai aussi. On est dans une civilisation beaucoup plus citadine. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses dans la tête, et il y a beaucoup de choses dans la tête, mais jamais vous n'arriverez à les faire parler de leurs émotions, de leur vie familiale, des choses comme ça. C'est le corps, point barre. Donc, c'est une autre approche. Une autre approche, il faut accepter ça. Et puis, finalement, on nous a suffisamment, normalement, entraînés pour qu'à travers le toucher, on soit capable de détecter différentes choses de différents ordres, sur différents plans. Voilà. Est-ce que ça répond à la question de Anne B? Anne? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez parler aussi, hein, plutôt que de m'écrire. Mettez votre micro. Oui, merci beaucoup. Bon, ok, impeccable. Et vous voulez une précision encore là-dessus ou... Non? Ok. Est-ce que du Oui. coup, ça a modifié votre manière de donner le shiatsu? Alors, je suis formé à 4 écoles différentes. Donc, j'ai appris 4 styles de shiatsu différents, dont un est le Namikoshi. Donc, l'avantage du Namikoshi, c'est qu'on est quand même beaucoup dans le mécanique. Donc, du coup, je ne suis pas très gêné. Et une fois que le corps se relâche et bien, on a des informations qui arrivent à travers l'énergétique, vous savez ça. On a des messages, on a des signaux, on a des symptômes. Et on peut retomber sur des tableaux plus ou moins complexes après et aller sur des choses plus fines. Mais de leur faire comprendre qu'il y a ça encore derrière, généralement, ça ne les intéresse pas. Et ils ne vont pas chercher à creuser. J'ai eu une dame pourtant éduquée en Angleterre, etc. Je lui dis, voilà, en dehors du problème que vous avez au niveau du ventre, il y a encore tout ça. Et le travail du ventre, en fait, me montre qu'il y a aussi des nœuds qui se font par ailleurs. La personne, ça ne l'a pas du tout intéressée. Elle me dit, vous me soignez le ventre, point barre. Et après, le reste, ce n'est pas son problème. Donc, c'est aussi, vous voyez, vraiment, là aussi, c'est vraiment les approches culturelles. On est quand même une civilisation qui a inventé la psychanalyse, la psychothérapie, la psychologie. Et donc, évidemment, pour nous, ça va de soi, mais pas chez les autres peuples, pas dans les autres continents. Donc, ça, c'est encore une approche, voilà. Et je vais aussi vous dire aussi que selon les endroits et les pays, et même des fois à l'intérieur des pays, on peut avoir aussi des pathologies récurrentes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc, par exemple, je vais vous parler du Malawi. Tiens, on va parler un peu du Malawi. En fait, tous les gens ici présentent je vous montre ici, une bouée au niveau de l'estomac, de la rate et du foie. Quasiment tout le monde. Donc, la première fois que j'ai reçu quelqu'un, je me suis dit, tiens, c'est assez étonnant. Nous, on a plutôt des ventres, surtout avec l'alcool, qui vont plutôt vers le bas. On a tendance à grossir, mais ce n'est pas fréquent qu'on trouve des bouées comme ça au niveau de rate, estomac et foie. À votre avis, qu'est-ce qui provoque ça? Allez, on fait un petit quiz. Qui peut répondre à cette question? Personne? Pierre, Mireille, pourquoi les gens ont une... L'alimentation. Ouais. Hein? L'alimentation. Évidemment, évidemment, c'est l'alimentation. Et la bonne raison, c'est que ici, la nourriture matin, midi et soir, c'est une sorte de polenta de farine de maïs. Et ils mangent que ça. Ils l'agrémentent avec des fois des petits poissons séchés, des fois avec un petit morceau de tomate, mais c'est tout. Et le jour de Noël, parce qu'ils sont très très croyants ici, ils sont tous soit catholiques, soit protestants quasiment, le jour de Noël, ils mettent un peu de poulet. Voilà. Mais c'est toujours la même base. Et donc, vous avez une alimentation qui est ultra répétitive, qui est absolument pas nourrissante du point de vue nutritionnel.
c'est des féculents, parce que finalement, c'est une sorte de purée, quoi. Voilà, il faut penser que nous, la polenta qu'on connaît en France, c'est une polenta sud-américaine avec des petits grumeaux, hein, des petits grains à l'intérieur. Et là, pas du tout, c'est vraiment de la farine complètement lisse, et donc ça leur fait de la purée. En gros, ça fait une purée de maïs. Et ils mangent ça tous les jours. Et ils adorent ça, au point que à chaque fois que j'ai proposé un autre aliment, ils n'ont pas aimé, et ils m'ont dit non, non, nous, ça va pas. J'ai croisé des restaurateurs. J'ai une cuisinière qui est en fait la femme de ménage qui fait de temps en temps la cuisine. Et je lui dis, mais t'as pas envie de goûter les choses qu'on mange, tu vois, de varier un peu. Ça ne lui parle pas du tout. Mais absolument pas. Et je lui dis, mais tu as un diplôme de cuisine? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris dans ton école de cuisine? Eh bien, j'ai appris, alors le plat s'appelle encima, donc c'est cette fameuse polenta, et encima, alors donc à la tomate, encima au poisson, encima à ceci, encima à cela. Et finalement, ils ont vu qu'un seul plat, quoi, avec des petites agrémentations. Donc quand on pense à ça, et nous, à notre richesse alimentaire, ça fait vraiment, vraiment des corps très différents. Et chez eux, ça fait une inflammation de l'estomac qui est incroyable, incroyable, et du foie aussi. Parce que le corps, il en a marre de manger toujours la même chose, il est complètement irrité au niveau des muqueuses internes, et donc il y a un gonflement qui se fait, et l'énergie est complètement bloquée à ce niveau-là. Donc voilà, typiquement ce genre de choses. Je peux vous donner un autre exemple. Au Sénégal, est-ce que vous connaissez le petit déjeuner sénégalais? Des gens qui n'ont pas les moyens. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu un peu au Sénégal ou a vu ça? Personne? Non. Non? Alors, tous les matins, les gens, grâce à l'héritage français, vont s'acheter une baguette de pain. Merci la France. Et ils prennent une baguette de pain qui n'est pas vraiment du bon pain, hein, bon, bref. Et ils la coupent en deux sur toute la longueur, ils l'ouvrent et ils commencent par mettre de la mayonnaise. Donc ils tartinent tout le pain avec de la mayonnaise. Par-dessus, ils vont prendre un cube magie, des cubes de soupe qui sont très salés, plein de cochonneries et beaucoup de sels minéraux aussi, parce qu'ils disent que justement grâce aux sels minéraux, ça va leur faire du bien. Et ils le mettent en poudre par-dessus. Et par-dessus ça, ils vont prendre de la poudre de café et ils vont étaler la poudre de café et ils remettent de la mayonnaise de l'autre côté, ils ferment et ils mangent ça. Une baguette par jour par personne. À votre avis, ça donne quoi au niveau de l'estomac et du système digestif? Une petite bombe. Une petite bombe et surtout de l'hypertension. Ils ont tous des problèmes cardiaques. Trop de sel, beaucoup trop de sel et trop de gras. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant d'aller dans des pays pour apprendre tout ça. Gonfler, quoi. Ah bah oui, ouais, non, mais c'est fou. Le corps, là, enfin, les organes, ils sont dans un état et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, c'est les problèmes d'arrêt cardiaque. Ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes cardiaques dans ce pays-là à cause de la nourriture. Maintenant, je suis allé au Japon, comme je vous l'ai dit au début aussi, et au Japon, en fait, les gens on développe énormément le cancer de l'estomac, les Japonais, parce que leur nourriture qu'on aime bien manger en France de temps en temps, mais si on la mange tous les jours, en fait, c'est assez fort en sel. C'est très salé. C'est vraiment très salé. Et donc, moi, mon premier réflexe en tant qu'occidental, c'était de compenser avec des légumes. Et le seul légume qu'on vous propose tout le temps, finalement, c'est un féculent, c'est du riz. Et quand on veut acheter un fruit ou quoi, c'est vendu à l'unité très cher. Donc, dans les supermarchés au Japon, c'est la pomme emballée unique à la pièce, quoi. C'est pareil pour le reste. Donc, toutes ces choses-là n'incitent pas, mais en plus, c'est vraiment très cher, n'incitent pas à consommer plus de fruits et légumes. Donc, on a en fait souvent culturellement des habitudes et on se rend compte de la chance qu'on a en Europe, puis j'imagine en Amérique du Nord aussi, d'avoir une variété nutritionnelle qui fait que ben, voilà, le corps se porte plutôt bien et l'énergie circule plutôt bien, malgré tous nos problèmes, nos nœuds psychologiques. On s'en sort pas trop mal. Voilà. Donc, des pathologies sur lesquelles on n'a pas forcément, on pense pas forcément que ça va nous tomber dessus quand on va dans un pays ou un autre. Je vous donne un autre exemple qui m'a été donné d'un autre coin de l'Afrique. Je crois que c'est, je ne sais plus exactement, l'Ouganda ou un truc comme ça, où ils aiment beaucoup manger pimenté. Bon, ben voilà, les problématiques, encore une fois, digestives, de brûlure intestinale et puis d'hémorroïdes en quantité. Quand vous partez depuis la France, vous dites je vais aller faire du shiatsu, vous ne pensez pas à ça. Et en fait, vous arrivez là-bas et vous allez faire des quantités de traitements anti-hémorroïdes. Donc, c'est assez rigolo de se retrouver face à ce genre de choses et de découvrir autre chose. Donc, pour ça, partir à l'étranger, c'est vraiment intéressant. Oui, Mireille.
Le souci, c'est que apparemment, il ne souhaite pas changer d'habitude alimentaire, donc le souci se rencontre tout le temps. Oui, oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. À un moment donné, quand on a la capacité de faire changer un corps et de lui faire sentir qu'il est beaucoup mieux quand on l'améliore, on le traite, on fait circuler les liquides, la nourriture, on fait circuler la lymphe et on améliore les muscles et les tendons, mais aussi quand on permet aux méridiens de circuler avec un bon équilibre et qu'on n'ait plus des kyo et des jitsu partout, eh ben à ce moment-là, la personne se dit, mais je vais quand même nettement mieux. Et petit à petit, on fait rentrer un autre message. D'abord, le corps, c'est ça. Ensuite, si tu veux continuer tout seul, il faut que tu changes d'alimentation. Et c'est la clé de base. Donc, tous les conseils que nous, on est capable de donner en post-traitement, quand on vient de finir une séance et on ne dit pas à la personne, c'est bien, continue à boire du coca 1 litre par jour. On va plutôt leur dire, non, ben, peut-être vous avez commencé par ralentir parce que ça vous bouffe les os et que ça vous fragilise, en fait. Et puis, ça met tout le sang en pH acide et donc, forcément, vous êtes déglingué de l'intérieur. Donc, ça, c'est tout ça qui est important à enseigner. Mais là, on ne peut pas arriver de but en blanc parce qu'on n'a pas affaire à des gens forcément éduqués. Donc, c'est petit à petit, c'est plus lent. Mais c'est possible. Je vais vous dire pourquoi c'est possible. On a réussi à faire passer le message, enfin pas moi et mon association, mais toutes les associations qui sont ici au Malawi, j'ai jamais vu un pays avec autant d'ONG au mètre carré. Il doit y en avoir 400-500 à peu près. Et il y a toutes les agences de l'ONU, il y a vraiment tout le monde entier là, en fait, au chevet de ce pays. Et enfin, ils ont réussi à faire comprendre au président que la diversité nutritionnelle allait peut-être aider son peuple à se porter mieux. Et il a prononcé un discours la semaine dernière à ce sujet. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ma vie au quotidien ici, c'est de parler avec les gens qui travaillent autour de moi, qui sont des locaux, et qui viennent me dire maintenant, ils me disent, qu'est-ce que tu en penses peut-être de varier l'alimentation? Maintenant que le président l'a dit, ça va, c'est acceptable. Et donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire comme variation? Il me dit, bah, c'est super, là, j'ai compris, j'ai tout compris, tu m'as bien expliqué les groupes alimentaires, les vitamines, les sels minéraux, tout ça. Et puis, il me dit, là, je vais faire un roulement, je vais faire un jour pomme de terre, un jour encima, un jour pomme de terre. Ok, on est encore loin du compte, mais c'est un début. C'est un début. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand les gens ne se livraient pas émotionnellement. Est-ce que tu as des cas que tu suis depuis un moment et le fait de travailler donc, le corps, la personne évolue dans son comportement et au niveau émotionnel te livre plus de choses ou tu n'as pas remarqué, tu n'as pas eu le cas? Alors, la chose ne s'est pas présentée puisque, comme je disais, dès que physiquement ils se sentent mieux, ils s'en vont. Ils ne voient pas l'intérêt. Par contre, avec les expats, qui sont des gens comme vous et moi, ça marche très bien. J'ai des personnes sur des traitements plus ou moins longs, de plusieurs mois, voire une personne que je suis depuis déjà 1 an et demi. Donc, ça rentre tout de suite la compréhension du bénéfice à long terme d'un traitement, même si ça coûte un peu d'argent. Il n'y a pas de problème. Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que dans ma pratique privée ici, évidemment, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je demande quelque chose à la fin de la séance. Même si j'ai revu mes tarifs grandement à la baisse, et pour rien vous cacher, je suis pour les locaux, je suis autour de 20 euros. Mais 20 euros, en fait, c'est une fortune. Quand la moyenne nationale est de 50 $ par mois pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire moins de la moitié de la population. Donc, on est vraiment sur des réalités économiques très, très différentes. Et puis, moi, il faut que je m'y retrouve un tout petit peu quand même. Et donc, ça reste un obstacle. Ça reste un obstacle. Donc, régulièrement, j'invite gratuitement des gens en disant, venez, parce que moi, ça me fait de l'expérience aussi. C'est-à-dire de traiter des corps africains, c'est toujours ça que j'apprends, le toucher, etc. Je vais redonner un peu d'eau au moulin de Anne, qui posait une question tout à l'heure sur les corps. Voilà, par exemple, typiquement, le corps africain, en tout cas pas partout, hein, il ne faut pas généraliser, l'Afrique n'est pas un pays, c'est immense, d'accord? Vous pouvez mettre 3 fois l'Europe dans l'Afrique, donc c'est vraiment très, très grand. Et généralement, les gens que je rencontre ont une peau très dure. C'est-à-dire que le derme et l'épiderme forment une couche très, très protectrice et assez raide. C'est pour ça, d'ailleurs, que les hommes comme les femmes font beaucoup de vergetures. Et la peau casse.
et que la personne va se mettre à faire de la musculation, elle se dit, ah, c'est super, je vais devenir très fort, très costaud, et on voit la peau qui cède, comme une femme enceinte. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir, la peau est dure. Mais par contre, dès que vous passez, à un moment donné, que vous arrivez à passer cette frontière de la peau, en dessous, tout est complètement disponible. Là, et c'est pour ça que l'histoire de la femme que j'avais traitée pour une migraine, en 30 minutes, c'était fait. Alors que franchement, une migraine double latérale, c'est pas un truc que j'ai jamais réussi à faire en 30 minutes en Europe, jamais. Et là, c'était en 30 minutes, c'était fait. Et tous les jours, je la voyais. Et tous les jours, elle me disait, mais j'ai plus mal, c'est fini, c'est génial. Et elle le disait à tout le monde. Du coup, on avait tout le village qui venait, sachant qu'on était des sortes de guérisseurs. Vous savez, il y a cette tradition de guérisseurs traditionnels qui, pour eux, c'était assez cohérent, finalement. Donc ça, c'est parce que derrière, il n'y a aucun blocage psychologique dans le corps. Le corps est complètement à disposition, mais il faut passer la barrière de la peau. À l'inverse, en Inde, ils ont une peau extrêmement douce et molle. Par contre, l'intérieur du corps est vraiment costaud. Il y a une présence à l'intérieur qui fait que vous ne rentrez pas comme ça. Mais on va dire les 2 premiers centimètres, sans problème. Et donc, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment les réactions très, très différentes. Vous avez après, quand vous faites un peu de postural, par exemple, vous voyez très clairement un Japonais ou un Chinois marcher. Généralement, d'ailleurs, quand ils marchent, ils jettent la jambe en avant, ils tendent la jambe et puis après ils se posent. Et puis vous voyez comment un Africain il marche. C'est 2 mondes différents, rien à voir. Et nous, entre les deux, on fait ce qu'on peut. Et on a vraiment tout ça, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ce que je peux en dire. Ça va, ça vous intéresse ou je change de sujet? Non, ça a l'air. Il n'y a personne qui se manifeste, donc ça devrait être bien. Bon, ça va, super. Je vois Marilyn qui est tout sourire là sur la vidéo. Ça va? Ça se passe bien? Oui, tout à fait. Justement, je me posais la question, vous n'avez pas été confronté à la magie? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai entendu parler, les gens ont très très peur de ça, évidemment. Et c'est assez rigolo de savoir que, par exemple, à l'est de l'Afrique où je suis, les gens ont très peur des gens de l'ouest de l'Afrique, notamment de toute l'Afrique francophone. Pour eux, c'est tous des sorciers, des vaudous, c'est des gens à ne pas croiser, ne même pas regarder. Ils en ont très très peur. Et ici, c'est le côté qui a été colonisé par les Anglais. On ne montre pas ses émotions, on n'ose pas la voix, on ne klaxonne pas en voiture, c'est-à-dire c'est l'exact opposé de la côte ouest. Donc c'est vraiment des continents différents en fait. Et là, ils sont beaucoup moins dans la magie ici. Ils ont été, par les Anglais, les Écossais, les Irlandais, ils ont été extrêmement évangélisés, au point qu'ils sont tous dans des églises évangélistes. Le catholicisme ne représente pas grand-chose. Ici, ça doit être, je dirais, 20% de la population. Les musulmans, c'est 10%. Et tout le reste, c'est des évangélistes protestants. Donc, vous avez toutes les formes, les adventistes du 7e jour, et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez des mormons, vous avez des témoins de Jéhovah, absolument tout est représenté ici. Donc, comment dire, les personnes sont dans cette optique, on va dire, judéo-chrétienne, du coup, et tout ce qui n'est pas ça leur fait très peur. Donc, c'est assez étonnant quand on arrive en Afrique. Mais ceci dit, ça existe quand même. Et il y a un mouvement un peu revivaliste de gens qui essayent de faire revenir aux anciennes traditions de leur pays, aux anciennes croyances, danses, cérémonies et actes de magie. Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question puisque je viens d'être invité pour le 30 octobre. Alors, si vous ne me voyez plus après sur les réseaux sociaux, c'est que je suis mort. Je suis invité le 30 octobre par un Indien qui vit ici, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens dans les anciennes colonies anglaises. Hein. Gandhi lui-même était un Indien installé en Afrique du Sud. C'est les Anglais qui ont fait bouger beaucoup les Indiens. Donc, c'est un Indien que je suis en traitement qui va faire une rencontre entre des praticiens traditionnels du Zimbabwe, du Mozambique et du Malawi, donc les 3 pays qui sont côte à côte. Et il m'a demandé de venir en tant qu'expert pour décrypter ce qu'ils font au niveau énergétique. Donc, je vais être observateur. Je ne vais pas commenter. Et il m'a dit surtout, on va beaucoup faire des danses traditionnelles. Et il me dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe dans les danses du point de vue de la santé? Alors, j'ai jamais fait ça, mais c'est très intéressant. Parce qu'on sait que les mouvements vont dynamiser tel ou tel méridien et qu'en Afrique, on bouge quand même beaucoup le bassin. Hein, vous savez, les danses
jusque dans les Antilles, comme ça on bouge beaucoup le bassin, et le vaisseau ceinture, le Daimai, est extrêmement sollicité. Alors qu'est-ce que ça crée, pourquoi, comment, est-ce que ça améliore les choses, je ne sais pas. Ça va être assez intéressant comme expérience, et il m'a clairement dit que dedans, il y avait des gens qui étaient un peu des magiciens, quoi, des personnes qui jettent des sorts ou qui soignent. Voilà. Donc, voilà, ça va être très, très intéressant de se confronter. Et puis moi, c'est vraiment des personnes vers qui j'ai aucune peur d'aller. Donc, si on n'a pas peur et qu'on arrive en confiance, je pense que ça peut bien se faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges énergétiques dans l'autre sens, en bien ou en mal. Voilà. Après, c'est la vie, quoi. Il faut goûter, il faut tester. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'à partir du moment où on n'en a pas peur, il y a une espèce de confiance mutuelle qui s'installe et de respect. Surtout si vous êtes capable de montrer ce que vous faites de vous de votre côté ou de faire sentir dans leur corps ce que vous faites comme bien. Et moi, je connais personne qui, après une séance de shiatsu, se lève en disant « je vais vous tuer ». Au contraire, il dit « oh là là, qu'est-ce que c'était bien, vraiment, oh là, je me sens bien ». Hein, c'est la réaction de la plupart de nos clients patients, non? Ouais, voilà. Merci pour la question. Est-ce que le fait que ce soit justement touché, est-ce que ça a pu mettre des barrières et être problématique pour vous? Alors, Pour le être vraiment toucher, pratiqué? oui, le toucher, par exemple, dans le monde musulman, c'est assez compliqué. Là, on a vite des barrières. Tant qu'on reste dans le même sexe, si vous êtes une femme et que vous avez des femmes, ça peut passer facilement dans les hammams et tout ça. Et ça existe, hein, le massage, c'est quand même une tradition moyen-orientale. Vous avez les hommes entre les hommes, ça passe relativement bien, mais vous ne pouvez pas croiser les sexes. Ici, en Afrique, dans ma pratique privée, j'ai des femmes comme des hommes. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'ils sont tout seuls. Ils sont à l'abri, ils sont dans une zone de confiance, enfin dans une zone où ils se sentent en sécurité. Donc, il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Par contre, si vous faites un cours, vous n'aurez que des hommes ou que des femmes, mais vous n'aurez pas les deux. Et voilà. Et comme moi, je suis un homme, a priori, tous les étudiants qui sont présentés à moi jusqu'ici sont des hommes. Et quand je demande où sont les filles, ils me disent, mais c'est pas pour elles. Et je dis, si, pourquoi? Et en fait, il y a vraiment deux mondes complètement différents. Le monde des hommes et le monde des femmes, ça n'a rien à voir. Alors, moi, quand je rentre en France et que des fois j'entends des étudiantes qui me font des discours un peu féministes sur le yin et le yang ou des choses comme ça me fait vraiment sourire quand je vois d'où je viens, les sociétés dans lesquelles je vis, où la question de la femme n'existe absolument pas. C'est-à-dire, elles sont soumises, elles sont à la maison, elles n'ont pas le droit à la parole, elles font la bouffe et elles ne mangent pas en même temps que les hommes. Et puis c'est tout, elles s'occupent des grands. On est très loin, on est vraiment sur des années-lumière de comportement, quoi, et de compréhension de ce que ça veut dire être en équilibre, en harmonie dans un couple. En tout cas, voilà. Oui, Yvan, bonjour. Gilles. Bonjour. Par rapport à ce que vous venez de dire, parce que j'ai vécu une expérience, moi, au Congo-Brazzaville. Super. Et justement, c'était un groupe d'hommes et de femmes, et ça se passait très bien. Eh bien oui. Et alors en fait, je vois que du côté ouest de l'Afrique, ça passe mieux que du côté est. Voilà, c'est vraiment, chaque pays est différent, hein. On est vraiment dans des choses très différentes. On sait que, oui, au Congo, j'ai vu les photos du Bénin, j'ai vu les photos, puis moi, mon expérience au Sénégal était pas vraiment, on ne donnait pas de cours, donc c'était un peu différent. Mais c'est plus facile, c'est déjà plus facile. Il y a un rapport entre hommes et femmes qui est plus fluide. Là où je suis, ce n'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Voilà. Donc c'est vraiment, chaque pays est différent, chaque culture est différente. Ils essayent là en ce moment de pousser sur la cause féminine, pardon, c'est même pas féministe, c'est féminine tout court. Mon épouse en premier, par son rôle, a imposé au gouvernement qu'à chaque fois qu'il voudrait de l'aide, il faut que cette aide soit assortie d'une politique pour la défense des femmes et des jeunes filles. Et comme l'Union européenne et l'ONU, elles s'entendent très bien avec l'ONU, donc ils font ça, je vous le dis tel quel. Et du coup, le gouvernement est bien obligé pour avoir des subsides. Donc, ils sont en train de mettre en place tout un tas de trucs. Mais je vous donne, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas rentrer dans les choses un peu sordides, mais par exemple, toute jeune fille doit passer par un rituel d'initiation sexuelle et les familles payent une sorte de professionnel qui vient les violer parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà.
Et évidemment, comme il a accouché avec X femmes, X jeunes filles, ben, il transmet les maladies, dont le sida en priorité, de jeune fille en jeune fille. Donc voilà, on est vraiment très très loin. Quand je vous dis c'est l'Afrique profonde, c'est l'Afrique profonde. Mais heureusement, il y a énormément d'ONG qui travaillent sur ces questions-là, et même l'Union européenne, et même l'ONU, qui font un travail de fond incroyable. Et c'est dur de faire changer les lignes, hein. C'est vraiment très très difficile. Là, le grand mérite c'est pas pour me vanter, mais mon épouse a réussi à faire abolir la peine de mort. Jusqu'ici, on était encore, voilà, jusqu'à il y a moins d'1 an, la peine de mort, c'était encore courant, on pend les gens ici. Et donc, il faut penser à tout ça. Donc, pour ne pas rentrer dans des discours géopolitiques ou de culture ou quoi, revenons au shiatsu. Et quand vous voulez partir dans un pays, c'est quand je dis qu'il faut se renseigner un minimum, c'est vraiment ça. Il ne faut pas partir n'importe comment en se disant « ouais, on y va, c'est la fête ». Il faut réfléchir avant et se renseigner et s'informer. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre tout, parce qu'évidemment, on ne saura jamais tout. Mais par exemple, je vous donne juste un code culturel assez étonnant. Pour moi, c'est vraiment très étonnant. Chaque matin, quand les personnes viennent travailler ici, ils viennent me dire bonjour. Mais ils ne me disent jamais quand ils partent. Et ils ne viennent jamais me dire au revoir. Je ne sais jamais quand ils partent. Donc, moi, je passe, je dis hey, « oh, qui est là ?» Et d'un seul coup, je me retrouve tout seul dans la maison et je ne sais pas pourquoi. Ou dans le jardin, ou même autour. Et donc, voilà, c'est tout un tas de petits trucs. Bon, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance et on s'en rend compte. Ça reste mignon, c'est pas très grave. Mais ouais, non, c'est hyper enrichissant. Ce que je voudrais dire surtout là maintenant, c'est que le jour où on arrive à faire une mission avec du shiatsu, on touche des gens qui vivent dans des conditions très différentes que nous, à tous les coups, vous pouvez être à peu près sûr de ne plus être la même personne au bout d'une semaine ou 10 jours. Et vous allez rentrer en Europe complètement déphasé, d'abord culturellement, etc., mais surtout au niveau du cœur. Votre cœur va exploser. Ça va peut-être faire des crises de larmes, peut-être des crises émotionnelles importantes, mais ça va vous faire du bien. Parce que vous allez revenir transformé. Vous allez revenir avec un cœur ouvert gros comme ça. Et je peux vous dire que vos patients, parce que c'est ce qui m'est arrivé, ils le sentent tout de suite. Ils disent « wow, il s'est passé quelque chose ». Et oui, il se passe quelque chose. Et dans notre progression de praticien, nous qui chérissons les valeurs humaines, qui chérissons l'empathie, l'écoute empathique, le toucher empathique, etc., ça ne peut que nous faire du bien, nous faire progresser sur notre voie, qui est la voie du shiatsu, mais la voie de l'humanité, tout simplement. Hein, et là, vraiment pour ça, je ne peux qu'encourager les gens. Donc jusqu'ici, je vous ai un petit peu refroidi, mais il y a mille et un bons aspects en fait, à faire cette démarche. Et le meilleur résultat, c'est ça, c'est vraiment l'ouverture du cœur. On a le chakra là, qui chauffe, hein. Ça arrive très très fort. Et qu'on le veuille ou non, c'est vraiment ce qui arrive quasiment à tout le monde. Donc ça, c'est super. Vous voyez des petits-enfants qui ne sont pas très bien. Au Sénégal, j'avais ça. Ils avaient froid, ils dormaient dehors. Et puis nous, on faisait notre qigong. J'ai dit aux autres, mais attendez, on ne va pas, à la fin du qigong, on ne va pas laisser ces gamins comme ça. On les prend tout de suite. Il y a du soleil qui arrive, ils ont moins froid. On les allonge dans le sable. Et on a commencé comme ça, de but en blanc, où on a traité les gamins sur la plage. Et là, les grands frères sont arrivés en disant « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches mon petit frère ?» Je lui dis « Attends, avant de dire quoi que ce soit, tu te mets sur le côté, tu observes et après, ce sera ton tour. » Et finalement, on a fait tout un village de pêcheurs comme ça et ça s'est très, très bien passé. Et puis voilà, et on sort les gens comme ça, nous comme ça, tout le monde est… Parce que c'est vraiment la magie du shiatsu, c'est ça. C'est de retrouver, quelle que soit notre culture, le fond commun de l'humanité qu'on a tous. Oui, je rebondis là-dessus. C'est pas la peine non plus d'aller à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Et rien que le fait de travailler en soins palliatifs, bénévolement et tout ça, on a cette sensation de… En fait, on se sent utile. Oui, mais plus qu'utile, hein, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment dans notre mission d'être humain. Hein, oui. Comme je dis souvent à mes étudiants, on est entre ciel et terre. Le caractère chinois du travail, c'est un trait en haut, un trait en bas et un trait qui relie les deux. Et je dis, c'est le seul vrai travail qu'on a à faire en tant qu'être humain. Tout le reste, c'est des occupations. Toute votre vie, vous aurez des occupations, des loisirs, des hobbies. Mais ça, le seul vrai travail, c'est de relier le ciel à la terre. Donc, de parler de ça et de faire sentir ça. Oui, et ça, c'est notre vraie mission. Nous, on le sait parce qu'on est dedans. Et la plupart des gens ne le savent pas. Et oui, Pierre, tu as tout à fait raison. Quand j'étais en Belgique,
mes étudiants, je les envoyais dans un centre social d'accueil des réfugiés. Et c'était exactement à 500 mètres de l'école. Donc, oui, on peut faire ça juste à côté de chez nous. Et c'est sans doute ce qui est le mieux à faire, c'est de commencer par autour de chez soi. Tout à fait. Ouais. Et Attendez, excusez-moi une seconde, ça tape à la porte, je vais ouvrir, j'arrive. En ce moment, avec le problème des migrants, ça serait bien de faire quelque chose pour justement aider ces personnes quoi, qui arrivent sur un sol qui n'est pas forcément accueillant. Et donc, je sais qu'il y a pas mal on va dire de projets qui sont en train de se monter un peu partout en France. Et je pense que le shiatsu devrait rentrer dans ces projets parce que, comme disait Yvan, donner du temps, donner de l'amour, donner de sa passion à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, entre guillemets, il n'y a rien de tel pour s'élever, quoi. Absolument. Et puis, on en revient à une notion je parlais du cœur, mais c'est l'amour, en fait. C'est juste de l'amour. Être capable de donner ça gratuitement, sans attendre en retour quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour progresser en tant qu'être humain. Ça, c'est évident. Bon, là, on est dans la philosophie. On pourrait croire que c'est un peu les bisounours, mais en fait, c'est pas ça du tout. On a vraiment besoin de ça. Autant nous que les autres personnes qu'on va toucher. On le sait, grâce au toucher, on peut faire tout ça. Il y a que dire, oui. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, c'est aussi bien, on peut aller dans les hôpitaux en soins palliatifs, on peut aller dans les centres de cancérologie, on peut aller chez les personnes âgées. En Belgique, on appelle ça des homes, je ne sais pas comment on dit en France, des EHPAD. Voilà, des EHPAD, voilà, exactement, merci. On peut aller vers les enfants aussi, hein, les orphelinats notamment. Ce n'est pas les causes qui manquent, en fait, ce n'est pas les structures qui manquent. On a la chance d'être dans des pays avec beaucoup de structures. Donc, il suffit de sonner, d'aller parler, et puis de dire, ben voilà, moi je suis ici, j'habite à côté, je suis à votre disposition, je peux venir avec une petite équipe. Est-ce qu'on ne ferait pas un test? On fait un essai et on voit ce que ça donne. Je vous donne un exemple. J'ai aussi envoyé mes étudiants dans un centre d'aide par le travail pour les handicapés mentaux. Et pour que les éducateurs spécialisés soient rassurés, je leur disais, mais on met tout le monde dans la même pièce et on masse, on va faire du shiatsu. On faisait du shiatsu sur chaise là, pour les handicapés. Et en même temps pour les cadres. Donc voilà. Et ils étaient rassurés parce qu'ils avaient un œil sur ce qui se passait et en même temps, ça leur faisait du bien aussi. Et tout le monde était content. Voilà une approche facile. Et alors, dans les hôpitaux, vous pouvez y aller. Hein. Les soignants, en ce moment, ils ont vraiment besoin d'aide. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a encore des questions avant de conclure? Oui, j'aurais juste une petite question, c'est Isabelle. Oui. Justement, si on a envie d'avoir une expérience d'expatriation, enfin justement pour vivre une expérience comme ça, mais qu'il n'y a pas forcément derrière un souhait de monter une structure ou de choses comme ça, mais juste se mettre au service d'eux. Vers qui, en fait, on pourrait se rapprocher, justement? Est-ce qu'il y a des ONG particulières? Est-ce que... Alors, il faut trouver généralement... voilà. Ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, c'est vraiment l'idéal, d'être en contact en France avec une personne de votre entourage qui dit « mais moi, je connais quelqu'un là-bas, et puis il a une petite structure, etc. » Ça, c'est vraiment l'idéal parce que du coup, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous n'allez pas partir dans tous les sens, ou ce qui arrive très fréquemment, parce que je vous ai dit, la gestion du temps n'est absolument pas la nôtre. Vous vous dites, OK, j'arrive, je commence demain, et en fait, sur 10 jours où vous êtes parti, parce que vous prenez sur vos vacances, c'est le 10e jour qu'il y a un truc qui va commencer à se passer. Donc, pour ne pas être déçu, il faut avoir une personne sur place sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. C'est quand même le plus facile. Ça ne veut pas dire que les autres formules ne vont pas marcher, mais c'est quand même le plus facile. Et puis, après, voilà, vous partez avec une intention de quoi? De faire du shiatsu? Oui, mais dans quel cadre? Vous allez dans une école, vous allez dans un orphelinat, vous allez dans une... C'est pas la même chose. Vous allez dans un village au centre de la place, et puis avec plaisir pour Benoît Charles qui s'en va.
Et ça, c'est la première chose à se poser. Vous pouvez aussi partir avec une intention d'enseignement, ce qui est encore une autre étape finalement. Moi, je pense qu'il faut d'abord en passer par la découverte avant de pouvoir dire je vais commencer à enseigner les gens. Mais on peut aussi partir avec cette idée-là si vous avez déjà des contacts sur place, etc. Mais vraiment, vraiment, partir comme ça, il faut pas forcément avoir une structure soi, mais arriver dans une structure existante, c'est quand même mieux. Que ce soit une simple école, que ce soit, comme je disais, un dispensaire. Il y a des dispensaires un peu partout en Afrique. Et Dieu sait si les médecins ont vraiment pas grand-chose sous la main pour aider les gens. Voilà. Mais à partir de là, il faut aussi se poser la question, est-ce que je suis capable d'aller voir non seulement des pays plus pauvres que moi, mais de rentrer dans des systèmes de santé encore plus pauvres, avec toutes les maladies tropicales inimaginables, avec des gens qui ont des yeux qui sortent, du pus qui coule, ou des moignons à la place de la main. Donc, il faut aussi se poser ces vraies questions, est-ce que j'en suis capable? Et se dire, voilà. C'est pour ça que l'humanitaire, c'est pas un truc de oui, part en vacances, hein. Il faut être un peu solide, un peu ancré, même si je disais, ça fait aussi beaucoup grandir. Mais voilà, choisir le cadre dans lequel on va faire ça. La femme Mireille Josselin qui part au Bénin, elle fait avec des personnes non-voyantes. Je trouve ça très chouette. Hein, un peu comme autrefois les masseurs Hanma au Japon, ça leur faisait un boulot, et ben voilà. J'ai trouvé là récemment au Kenya qu'il y avait des associations d'aveugles aussi qui apprenaient le shiatsu. C'est des associations japonaises qui viennent et qui leur enseignent ça. Donc pourquoi pas nous? Ça peut être très bien. Donc il faut voir où est-ce qu'on met la barre et ce qu'on veut faire. Ça répond à ta question, Isabelle? Ouais. Mais donc, justement, pour commencer, en fait, donc si on connaît, parce que moi, en l'occurrence, je connais personne qui connaît ou qui a déjà des relations, des choses comme ça. Donc, comment est-ce que je pourrais commencer, en fait? Est-ce qu'il y aurait des... Moi, je dirais, commence par autour de chez toi d'abord. Comme on disait juste avant. Va voir dans les centres sociaux, parce que c'est plein d'Africains, c'est plein de Pakistanais, c'est plein de tout ce que tu veux. Et là, avec un peu de temps et un peu de communication, peut-être ça te fera des contacts pour aller plus loin. Ouais. Maintenant, tu peux aussi prendre ton email simplement et écrire, quoi. Et hier, j'ai reçu un email d'un orphelinat du Bénin. Et moi, je ne suis pas du tout au Bénin. Par contre, une autre association là, de la femme dont je vous parlais, Mireille Josselin, elle y va. Bon, ben, je les ai mis en relation parce qu'elle est déjà sur place. Enfin, elle y va en tout cas régulièrement. Voilà, ça peut être. Des fois, il suffit juste d'un envoi. Vous pouvez écrire comme ça à des groupes que vous voyez sur Facebook. Vous pouvez écrire, vous cherchez sur Google, vous leur proposez votre projet. Et puis, vous savez, comme je vous ai dit, si c'est gratuit et que c'est en Afrique, ça peut marcher très, très bien. Je lis une question, excusez-moi. Pour Madagascar, dont je suis originaire, je connais une association avec qui je suis en contact, Fanatenane, et qui organise 2 missions par an. Un centre qui accueille des enfants abandonnés car ils sont nés jumeaux. Et ben voilà, ça y est, vous avez la réponse à votre question. Vous voyez ? Pour ceux qui veulent, une structure qui existe, enfin une structure. Alors moi, je voulais justement organiser avec cette association une année, mais j'ai des enfants en bas âge et bon, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais en tout cas, si des personnes sont intéressées pour ça, j'ai des contacts, je peux contribuer aussi pour Madagascar. Voilà, Isabelle, je pense que vous n'avez pas cherché bien longtemps. Ouais, Voilà, vous avez déjà quelque chose qui arrive. C'est ça la magie de l'Internet, c'est-à-dire là, on est un petit groupe de personnes, on ne se connaît pas et tout de suite, tac, tac, ça commence. Mais en fait, c'est souvent aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il faut y aller, on y va et on propose nos services. Et puis ça mord ou ça mord pas. Mais en général, ça mord. Parce que, au contraire, tous les continents du sud de ce globe-là dans lequel on vit, ils ont quand même vraiment beaucoup de besoins. Je vous donne un exemple. L'école de shiatsu thérapeutique de Paris, Bernard Bouheret, ils ont fait des missions régulières au Pérou. Et ils ont choisi de travailler avec une association dont j'ai oublié, je crois que c'est les Îles de la Paix, mais je ne suis pas sûr. Et donc, ils ont mis en contact des populations qui ont souffert des guerrieros communistes pendant tout un temps, qui attaquaient ces mêmes gens. Et aujourd'hui que la guerre est finie, ils mettent en face les victimes avec leurs anciens bourreaux. Voilà. Et ils leur apprennent tous ensemble à se masser.
Vous imaginez un peu? Ça veut dire que le shiatsu peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire il peut être une technique ou un outil qui est médiatrice de paix et de conciliation ou de réconciliation. C'est quand même juste hallucinant quand on y pense. Oui, non, mais j'ai tout fini. Voilà, Wow. c'est possible. C'est possible. Donc, il faut pas hésiter, il faut arriver, il faut que son projet soit bien écrit, bien construit. Il faut en avoir parlé avec un groupe de gens avec qui on a envie de partir. Et après, on s'organise. On s'organise, éventuellement, si c'est loin, comme l'Amérique du Sud, parce que c'est assez cher pour y aller, et ben, on fait une petite levée de fonds. On utilise les plateformes pour ça, il y en a plein. Et puis, on sollicite les copains, les syndicats professionnels de shiatsu, on sollicite les écoles, on sollicite la famille, et puis on y arrive, on y arrive. Il n'y a rien d'insurmontable, en tout cas. Ouais. Ça va? Oui. Et juste du coup, Victoire, est-ce que c'est possible d'avoir un contact ou enfin ton mail ou je sais Ah pas. oui, je peux servir de contact, ou sinon je peux donner directement le contact aussi. Ouais. À ceux qui Ok. veulent. Je vous propose de faire ça une fois que l'enregistrement est terminé. Oui. Très bien. Allez, une dernière question. Et puis on va s'arrêter là. Ça n'a de questions? Et j'ai juste une autre petite question, justement. Je l'écoute. En Afrique, par exemple, où ça peut être un petit peu compliqué, tu sais, pendant qu'on fait, enfin, on fait un shiatsu et des fois, on peut avoir le corps, il peut pas forcément aller dans le bien-être tout de suite, et évacuer à sa façon et tout. Et donc, du coup, est-ce que les gens, ils vont pas déjà prendre peur par rapport à ça, ou même aller t'attaquer, en fait, Non. par rapport à Non, ça. alors, c'est pour ça qu'il est vraiment, de mon point de vue, hein, je parle juste de la manière dont je vois les choses, mais c'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement important de connaître aussi bien le shiatsu corporel, postural, mécanique, que du shiatsu énergétique. Et pourquoi? Parce qu'on va vite s'apercevoir que dans certains cas, il y en a un qui vaut mieux mettre en avant, en général celui qui est du shiatsu corporel avec des mobilisations articulaires, des étirements, des secousses, des percussions, et quelque chose qui s'apparente plus au massage que de la digitopression. Et on peut mêler les deux, évidemment. Il y a tous les degrés qui existent, hein. Il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre, ou en tout cas une vision du shiatsu qui est meilleure qu'une autre. Mais je pense que si on arrive sur ces populations-là directement en énergétique, effectivement, ça peut secouer un peu les gens. Voilà. Mais si on arrive avec une technique qui est un peu plus corps à corps, ça passe relativement bien. En général, ils apprécient beaucoup. Parce que ça parle au corps sans parler vraiment à des choses trop profondes. Par contre, avec le temps, effectivement, on peut amener de la subtilité. C'est ça qui est très intéressant dans notre technique, c'est qu'on a des approches qui peuvent être plus ou moins sur différentes couches. Mais amener directement sur une énergétique hypersensible qui est capable de remuer au tréfonds de la personne, du premier coup, je pense que ce n'est pas la meilleure approche, surtout dans le cas de l'humanitaire. Ouais. Imaginez les enfants dont je parlais en Inde, là, les enfants qui sont jetés des maisons parce qu'ils sont séropositifs. Vous les remuez un petit peu trop au niveau de mettre cœur, et puis, je sais pas, vous faites un massage autour du nombril. C'est sûr que ça se passe très très bien. Ils vont exploser, surtout si c'est des ados. Où, effectivement, toute la violence va ressortir, la colère d'avoir été abandonné, rejeté. Il vaut mieux avoir une approche qui est plus physique. Et puis petit à petit, amener sur des choses voilà, plus profondes. Mais petit à petit, il faut qu'il y ait un cadre de confiance, une relation de confiance qui s'établisse. Je pense, hein, c'est mon point de vue. On peut avoir un point de vue complètement différent. Ça va, ça te parle, Isabelle? Ouais, carrément. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plein d'outils. Mon cheval de bataille dans le shiatsu, à chaque fois que je fais des stages, et je vois des gens qui viennent de vraiment tous les styles. Et je leur dis tous, OK, vous êtes tous dans une façon de faire. C'est bien, mais imaginons que ça, c'est mon téléphone, hein, mais imaginons que ça, c'est un éventail. Si vous n'ouvrez pas l'éventail, vous n'avez pas beaucoup de vent, vous ne faites pas beaucoup d'effets. Alors que si on ouvre petit à petit les pans de l'éventail, alors là, oui, on a de l'air. C'est pareil dans le shiatsu, plus vous avez d'outils, plus vous allez pouvoir faire des effets sur des niveaux différents, plus vous allez pouvoir
vraiment arriver là où vous voulez que la personne arrive. Et ça, c'est vous qui le décidez. Évidemment, on ne décide pas tout, on ne contrôle pas tout, mais au moins, vous allez pouvoir orienter votre travail d'une manière qui soit intéressante pour la personne. Voilà. Et pour soi aussi. Et pour soi, bien sûr. Et déjà, pour ne pas faire tous les jours la même chose, ça, c'est pas mal. Exactement. Bon, Pierre, le mot de la fin? Ben moi, c'est pas moi, c'est à Mireille le mot de la fin. Moi, j'étais spectateur aujourd'hui. D'accord. Mais bien, merci. bon, ben voilà, vas-y Mireille. Non, mais je voulais juste te dire merci à Yvan pour cette belle présentation qui va donner sûrement plein d'idées aux personnes pour aller vers l'humanitaire, même si c'est pas très loin. Absolument. Aussi, comme vous l'avez dit, on peut le faire au pas de notre porte. Donc, Bon, merci beaucoup en tout cas. Je suis très, très content de voir les réactions parce que je vois tous les gens, c'était passionnant, merci, Oui. très enrichissant. Donc, je suis content d'ouvrir une porte dans l'esprit qui va permettre, j'espère, à certaines personnes de passer à l'action. Sachez que donc, avec la plateforme et mes collègues, on est complètement ouvert. C'est entièrement gratuit. Il n'y a aucun intérêt à gagner de l'argent là-dessus. C'est pas le but. Et puis, donc vraiment voilà, de pousser soit la porte de la rue d'à côté où il y a quelque chose à faire, soit à l'autre bout du monde si vous avez envie, avec beaucoup plus voilà, d'informations, de précautions, de préparation, mais c'est tout à fait faisable. Et moi, mon grand désir, c'est que les praticiens, et vous savez tous que être praticien de shiatsu, ça peut être un métier vite solitaire. On est dans notre coin toute la journée avec des gens qui passent. Mais ce n'est pas vraiment des amis non plus, hein, il ne faut pas mélanger. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Et donc, de faire un truc ensemble, et puis éventuellement de le faire loin ou pas loin, mais pour le bien-être général de l'humanité, je trouve que là, vraiment, on touche au cœur de ce qu'on peut faire de plus beau avec le shiatsu, en tout cas. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'espère que